Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes prêts pour une nouvelle séquence qui va nous emmener jusqu'en avril et qui va nous permettre d'aborder le dernier chapitre de l'enseignement scientifique qui va parler de son. Avant cela, on va commencer aujourd'hui tranquillement, on va continuer ce qu'on avait commencé juste avant les vacances, donc les outils mathématiques importants. Nous reverrons toutes ces histoires d'équations directement en cours, il est important qu'on les voit en cours pour que ce soit bien clair, hein, ce sont des choses fondamentales à connaître. Là, nous allons parler d'un autre outil mathématique que nous allons utiliser. Nous allons utiliser une toute petite partie de cet outil mathématique. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler des choses complexes de trigonométrie que vous avez déjà vues. On va utiliser ces fonctions-là de manière beaucoup plus simple. Donc, la deuxième partie de notre cours sur les outils mathématiques importants, ce sont les fonctions trigonométriques. Ces fonctions trigonométriques, il y en a trois. La fonction sinus, la fonction cosinus et la fonction tangente. Ce sont les trois qui sont présents. Ces fonctions-là correspondent à des valeurs que l'on mesure lorsque l'on prend un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, et en fonction de la valeur de l'angle en radian à partir de l'axe des abscisses, on donne une valeur cosinus, sinus ou tangente. Ça, c'est le principe. Nous n'allons pas utiliser ça. Nous n'allons pas utiliser de cercle trigonométrique. Nous n'allons pas utiliser de mesures à partir des angles. Nous n'allons pas parler d'angles. Nous allons uniquement utiliser ces fonctions qui existent à la base pour ça. Et nous allons l'utiliser pour d'autres raisons. Pour quelles raisons nous allons les utiliser? C'est simplement que le fait qu'un cercle, au bout d'un moment, lorsque vous avez fait le tour, vous revenez exactement au départ. Donc à chaque tour que vous faites, vous revenez au départ, vous reprenez donc la même valeur. Ces trois fonctions, cosinus, sinus et tangente, lorsqu'on fait un tour, reprennent la même valeur. Elles sont donc cycliques. Ce sont des valeurs qui reprennent à chaque cycle la même valeur. Et on peut tourner un nombre infini de fois, on retombera sur les mêmes valeurs. Ces valeurs sont cycliques. Elles prennent toujours la même valeur à chaque tour. Et un tour, lorsqu'on mesure les angles en mathématiques, c'est 2π. Donc à chaque fois que j'ai 2π, je reviens sur la même valeur. Autrement dit, quel que soit le nombre x qui appartient à R, c'est-à-dire quel que soit le nombre x pour vous, le cosinus de x, c'est la même chose que le cosinus de x plus π sur 2, puisque j'ai fait un tour. Qui est la même chose que le cosinus de x moins π sur 2. J'ai fait un tour dans l'autre sens, mais ça revient au même. Si je tourne dans un sens ou dans l'autre, j'arrive toujours au même endroit. Et je peux faire ça un nombre de fois que je veux. Et donc si je prends 86x, autrement dit j'ai fait 43 tours, et ben je reviens sur ma même valeur. Et donc mon cosinus de x plus 80x, il est la même chose que mon cosinus de x à la base. Et ça c'est vrai pour les cosinus, c'est vrai pour les sinus, et c'est vrai pour les tangentes. Autrement dit, dès que j'aurai quelque chose qui est cyclique, je vais pouvoir le représenter par des fonctions trigonométriques. C'est extrêmement pratique. Alors un exemple de chose cyclique, c'est la durée du jour. La durée du jour qui augmente entre le 21 décembre et le 21 juin et diminue entre le 21 juin et le 21 décembre et l'année d'après ça recommence. Donc tous les ans, j'obtiens la même valeur. Tous les 2 février, j'ai la même durée du jour. J'ai quelque chose qui donc est cyclique, avec un cycle qui correspond à un an, et je vais pouvoir représenter ça par des cosinus ou par des sinus. Si je regarde la position d'un point qui tourne sur une roue, c'est cyclique, je vais représenter ça par un cosinus ou un sinus, etc. Tout ce qui va reprendre les mêmes valeurs de manière cyclique, tout ce qui va être cyclique, peut être représenté par des cosinus ou des sinus. Et c'est pour ça que ça nous intéressait. Donc ce qu'il faut bien comprendre, les fonctions trigonométriques sont cycliques. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les fonctions trigonométriques, il y en a trois. Il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, c'est le sinus et le cosinus. Pourquoi? Parce que sinus et cosinus sont toutes les deux des valeurs qui vont entre moins 1 et 1. Et il y a un moyen facile de passer de sinus à cosinus. En l'occurrence, il suffit pour passer de sinus à cosinus, de sinus x égale pi sur 2 moins x. Pas la peine de retenir ça, c'est pas ça qui va nous intéresser pour nous.
L'idée, c'est que si j'ai un cosinus, je peux me dire, hop, je décale un petit peu, je vais obtenir un sinus. Ou si j'ai un sinus, je décale un petit peu, je vais obtenir un cosinus. Donc, on peut utiliser l'un à la place de l'autre. Nous, pour ce qu'on va faire en sciences. Et donc, on va utiliser dans ce cas-là uniquement la fonction sinus. On a utilisé, c'est comme ça. On aurait pu prendre la fonction cosinus. On va prendre la fonction sinus. Donc, vous verrez dans le prochain chapitre qu'on va faire, pour parler de son, pour parler de musique, on utilise des sinus. Parce que c'est une fonction cyclique. Comme on va utiliser les sinus, il y a quelques valeurs importantes à savoir de sinus. Vous allez les apprendre par cœur. Voilà. Soit vous savez à quoi correspond un sinus parce que vous vous souvenez des cours de seconde et vous n'avez pas à les apprendre par cœur parce que vous savez refaire la série chronométrique. Soit vous ne savez pas et c'est pas grave. Par contre, vous apprenez ça par cœur. Sinus 0 égale 0. Pas compliqué, le sinus 0 c'est 0. Sinus pi sur 2 c'est 1, sinus pi c'est 0. Et voilà. J'ai pas besoin de savoir autre chose. Ça va me suffire. Nous allons utiliser des sinus dans notre prochain chapitre. Quand on parle de son, les gens utilisent des sinus. Ils n'utilisent pas des sinus de manière trigonométrique, de manière géométrique. Ils utilisent des sinus pour la fonction sinus parce que c'est quelque chose de cyclique. Il y a une troisième fonction trigonométrique qu'on n'utilisera pas cette année, mais vous utiliserez l'an prochain, qui est la fonction tangente. Alors, la fonction tangente, c'est un rapport entre le sinus et cosinus. Autrement dit, c'est sinus divisé par cosinus. Elle va prendre, elle, toutes les valeurs possibles, entre moins l'infini plus l'infini. Hein, je rappelle, le sinus et cosinus, ils prennent que des valeurs entre moins 1 et 1. Par contre, la tangente peut prendre n'importe quelle valeur. Et attention, comme c'est une division, je ne peux pas diviser par 0. Or, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, il n'est pas possible d'avoir une fonction tangente pour pi sur 2, puis pour 2pi plus pi sur 2, puis pour 4pi plus pi sur 2, etc. Donc, la fonction tangente n'est pas définie pour les multiples de pi sur 2. Voilà tout ce qu'on va faire au niveau mathématique, de ce dont on va avoir besoin. On reparlera des équations en cours. Le principe, on l'a vu. On va en reparler pour que ce soit bien net, pour que vous maîtrisiez bien et que vous ne fassiez plus jamais avoir. Là, pour les fonctions trigonométriques, vous retenez que les fonctions trigonométriques sont cycliques et qu'on va l'utiliser pour décrire tout ce qui est cyclique. Autre petit point qu'on va voir aujourd'hui. Je vais reprendre le DS que vous avez fait avant les vacances, qu'on va corriger. L'exercice 1, on le corrigera en cours la semaine prochaine. Mais l'exercice 2, je vais vous faire une correction dès maintenant. L'exercice 2, c'était l'exercice d'argumentation qui était là. Vous aviez une question scientifique sur 10 points. Ce qui était lu sur un site climato-sceptique, la science décrète souvent sans preuve matérielle et ne revient pas sur ses résultats. Une théorie scientifique n'est jamais remise en question. Votre consigne était, à partir de l'exemple du calcul de l'âge de la Terre, réfuter ces deux phrases. Pour être sûr que vous compreniez bien, je précisais que réfuter, c'est démontrer que quelque chose est inexact ou que quelque chose est faux. Et scientosceptique, vous disiez, quelqu'un qui est scientosceptique, c'est quelqu'un qui refuse par principe des résultats scientifiques. Il fallait bien comprendre ici, c'était une question d'argumentation, je vous ai donné une méthode pour l'argumentation. Si j'ai pris le temps de vous donner la méthode, que j'ai pris le temps de vous faire un cours qui présente la méthode, c'est que c'est important. Soit vous maîtrisez parfaitement et vous n'avez pas besoin de ma méthode, ce qui est arrivé pour certains, soit il va peut-être falloir que vous l'appliquiez ma méthode. Parce que là, clairement, beaucoup d'entre vous se sont trompés totalement parce qu'ils sont partis dans tous les sens n'importe où, n'importe comment. Il faut que vous compreniez bien ce que l'on demande dans un sujet d'argumentation. C'est le point important. Commencez par cela, commencez par comprendre la consigne et la reformuler. Ici, il fallait réfuter les deux phrases. Donc, premièrement, il fallait regarder les deux phrases et comprendre quelles étaient les informations des deux phrases. Or, il y avait 3 informations dans ces deux phrases. La première, la science décrète sans preuve matérielle. La deuxième, la science ne revient pas sur les résultats. La troisième, une théorie scientifique n'est jamais remise en question. Donc, vous aviez 3 choses à réfuter. Et il fallait les réfuter à partir de l'exemple du calcul de l'âge de la Terre. C'était pas compliqué, vous preniez votre feuille, vous faisiez grand 1, grand 2, grand 3. Vous montrez 1. La science décrète sans preuve matérielle. Vous montrez pourquoi c'est faux avec un exemple extrait du calcul de l'âge de la Terre.
Donc par exemple le fait que Buridan se base sur l'érosion des montagnes qui est quelque chose de matériel, ou le fait que Rutherford a regardé des granites qui sont une preuve matérielle. Deuxièmement, la science ne revient pas sur les résultats avec un exemple. Par exemple, vous preniez le fait que Buffon a calculé un âge avec la méthode d'érosion, puis est revenu sur ces résultats pour calculer un deuxième âge à partir du refroidissement de la Terre. Ça suffisait? C'est très bien, vous aviez un exemple. Vous pouvez prendre d'autres exemples, c'est pas un problème. Mais vous montriez que les résultats, on revient dessus. Vous pouviez prendre le fait que deux chercheurs différents reviennent sur le résultat l'un de l'autre. C'est ce qui a été fait. Et troisième point, une théorie scientifique n'est jamais remise en question. Et bien là, vous montriez une controverse. Des controverses, j'ai pas arrêté d'en parler. La controverse entre les naturalistes et les rigoristes, par exemple, c'est une preuve qu'une théorie scientifique est en fait toujours remise en question. Et vous voyez, c'était quelque chose qui ne demandait pas énormément de rédaction, mais qui demandait de bien organiser. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez sorti le cours. Si j'avais eu besoin de sortir le cours, je vous aurais dit recrachez-moi le cours par cœur. Ça n'a aucun intérêt en première, et encore moins en enseignement scientifique. Ici, je vous demandais de répondre précisément à une question précise, et pas de partir sur ces choses générales. Beaucoup de vous avez très bien appris le cours, c'est très bien, bravo. Mais il faut savoir comprendre la consigne. Ce qui est plus important en filière générale que de connaître le cours par cœur. Bon, c'est indispensable de connaître le cours, au moins un minimum, pour pouvoir répondre à la consigne. Mais ça ne suffit pas d'apprendre le cours par cœur. Donc vraiment, si je vous ai donné une méthode pour l'argumentation, c'est qu'elle vous est utile. Si vous arrivez à faire 100, très bien. Mais là, j'ai vu plein d'élèves qui ont besoin de reprendre la méthode et notamment de reprendre le fait qu'il faut avant tout comprendre la consigne, analyser la consigne. Et après, vous pouvez mettre ce que vous avez à mettre. La question bonus, globalement, a été plutôt bien comprise. L'âge actuellement calculé de la Terre est destiné à changer. Oui, il est destiné à changer. Pourquoi il est destiné à changer? Alors, vous pouviez dire parce que les techniques vont évoluer et qu'on va avoir de nouveaux arguments. C'est une bonne chose. Vous pouvez dire que les techniques vont évoluer et qu'elles vont devenir plus précises. C'est une bonne chose. Et sinon, il y a certains qui se souvenaient, c'était encore mieux, que j'avais parlé du fait qu'il fallait à un moment choisir entre l'âge d'accrétion et l'âge de refroidissement de la Terre. Et donc, forcément, en affinant nos résultats, nous devrons à un moment choisir entre les deux et ça changera l'âge de la Terre qu'on a actuellement. En revanche, l'âge de la Terre, vous ne pouvez pas dire qu'il change parce qu'il vieillit simplement. Enfin, on en est à 4,55 milliards d'années. Rajouter un an derrière, ça ne se voit pas. Rajouter 100 ans derrière, ça ne se voit pas. Je veux dire, 4 milliards 550 millions 1, c'est pareil que 4 milliards 550 millions au point de précision où on est. Voilà tout pour aujourd'hui. Vous prenez bien le cours sur les fonctions trigonométriques dans votre cahier. Vous apprenez cela, nous en aurons besoin pour parler de son dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne reprise, et je vous dis à la semaine prochaine.